Prédiction pour l'année 2022. Donc, en ce début d'année, au moment où est enregistrée la capsule, bon, il y a plusieurs personnes qui font des prédictions sur le web. Je pense notamment aux animatrices de l'émission Télémag ici au Québec, là, qui présentent des prédictions astrologiques comme à chaque année, là, avec deux émissions consacrées exclusivement là, aux prédictions annuelles par rapport aux différents signes du zodiaque. Vous pouvez retrouver cette émission-là sur YouTube. Et bon, j'ai eu l'idée de faire mes prédictions. Eux autres font des prédictions personnelles par rapport aux signes et également mondiales. Mais moi, je vais les faire à mon niveau. Et je vous dis tout de suite en partant que je me prends pas au sérieux. Prenez pas au sérieux les prédictions qui sont faites. Dans le fond, l'important, c'est de pas croire. C'est tout simplement que pendant que je fais ça, ça fait travailler la dimension intuitive de ma conscience et ma capacité à regarder les événements, comment qu'ils se dessinent en moi. Donc, c'est le regard que je fais par rapport à l'avenir qui est véhiculé à travers cette idée de me projeter par rapport au futur. Regardez comment que les choses émergent dans ma conscience, comment que les choses se parlent à voix haute. C'est plutôt ça la fonction de l'enregistrement. Donc, probablement je vais écouter l'enregistrement dans un an, puis je vais dire, bon, il y a plein de choses qui ne sont pas arrivées. Et à quelque part, je m'en fous, c'est tout simplement un prétexte pour parler à haute voix en fonction de perceptions que je peux avoir de nature intuitive se rapportant à l'avenir. Donc, cette petite mise en contexte est faite, je commence. Donc, je vous annonce comme première prédiction que plus qu'il va faire froid lors de l'année 2022 et plus le nombre de cas de gens infectés par le virus va être important. Donc, les mois de janvier et février vont être très importants. Puis, je vous prédis, comme à chaque année depuis au-dessus de 20 ans, que le nombre de cas de grippe va diminuer à mesure que la température se réchauffe. Donc, au mois de mai, au mois de juin, le nombre de cas va sans doute baisser par rapport au virus. Donc, ça, là, c'est la prédiction capitale que je vous fais. Puis comme à chaque année, là où je commence que je vous parle, on est au début du mois de janvier. Bon, ben, il va y avoir un nombre important de gens hospitalisés dans les urgences au Québec. Les mois de janvier, février, il est très probable qu'il va y avoir des débordements à l'urgence. Donc, des urgences remplies à 150%, là, comme depuis au-dessus de 20 ans. Donc, je vous annonce toutes ces choses-là. C'est sûr que les gens qui m'écoutent vont dire, ben là, t'es pas très original parce que c'est des choses qu'on court depuis plusieurs années puis sont faciles à anticiper. Ben oui. Mais, ce que je vous dis, c'est que c'est pas tout le monde qui sont capables de les anticiper. Parce que présentement, depuis un peu plus de 2 ans de pandémie, qu'on dit une période de pandémie, selon les médias de masse, eh bien, les dirigeants ici au Québec sont pas capables d'anticiper la situation d'augmentation du nombre de cas de gens malades pendant la période froide, ce qui fait que les urgences des hôpitaux ici au Québec débordent. Ils sont pas capables de faire ça, les dirigeants. Ils sont pas capables de changer le système, de modifier la façon de gérer pour faire face à la situation que lorsqu'il fait plus froid, ça augmente. Ils n'ont pas encore compris ça. Ça fait au-dessus de 20 ans au Québec qu'il y a des problèmes de débordement, d'urgence, mais non. Fait que la prédiction que je vous fais, ben, ça fait des années qu'ils ne comprennent pas. Je suis pas sûr qu'ils vont comprendre plus dans les prochains jours. Ça, c'est la première prédiction. Vous voyez, je fais un peu d'humour ici. Mais tantôt, peut-être, je vais rentrer dans du matériel un peu plus profond, là, quand même. Fait que, première des choses, la mauvaise gestion. On le voit, là, depuis environ 2 ans. On est de retour, comme l'année passée, au moment où j'enregistre cette capsule audio, dans une situation similaire. Je me suis reposé pendant plusieurs jours. Je reprends contact avec les médias. On est de retour avec le couvre-feu, comme l'année passée. Puis finalement, ben, les gens sont massivement injectés. Puis, le nombre de cas, ben, il diminue pas, il a augmenté. On a des records par-dessus de records du nombre de cas. Il y a des journées qui ont eu 15 000 cas, ensuite des journées 14 000. On voyait pas ça l'année passée.
Pourquoi? Ben, on teste plus les gens. C'est sûr que c'est une partie de l'explication, mais finalement, toute cette situation-là peut amener chez certaines personnes lors de l'année 2022 des remises en question par rapport à la stratégie adoptée. Parce que depuis plusieurs mois, le gouvernement a dit « Ah, les gens, quand vous êtes injectés 2 doses, ben là, vous allez retrouver votre liberté. » Puis là, vous voyez que les gens, même les gens injectés 2 doses, avec les mesures de confinement, le couvre-feu qui diminue la liberté de circulation, le retour des libertés. D'ailleurs, les restaurants, au moment où je vous parle, sont fermés. Que la personne soit injectée, pas injectée, ou injectée 3 doses, elle ne peut pas aller plus au restaurant à personne, elle ne peut pas fréquenter une salle d'entraînement au Québec, elle ne peut pas aller au cinéma. Donc, les gens qui avaient des privilèges à l'injection, ben, ils les ont perdus. Fait que, dans le fond, en lien avec ça, c'est qu'il va y avoir sans doute, lors de l'année 2022, une tension qui peut commencer à naître au sein de la population de remise en question par rapport à la gestion de la crise. Mais la prédiction que je vous fais, c'est que les urgences au Québec, surtout que la population vieillissante, puis là, ça prend pas une boule de cristal ou même un doctorat en matière de comptabilité pour comprendre ça. C'est que j'écoutais d'ailleurs un documentaire là, sur l'émission de Radio-Canada, sur la chaîne de Radio-Canada, ici la TV d'État, qui expliquait que d'ici 2031, donc d'ici environ 10 ans, un citoyen sur 3 au Québec va être âgé de 65 ans et plus, parce qu'il y a un vieillissement de la population. Il y a tellement une cohorte importante par rapport aux baby boomers, donc les enfants qui sont nés là, suite à la Deuxième Guerre mondiale, donc dans les années 50, 60, et qui sont très importants. Bon, ben, si la population est vieillissante, puis on se ramasse avec une personne sur 3 qui est âgée de 65 ans et plus d'ici 10 ans, bon, ben, la façon qu'est partie la gestion de crise, puis le fait qu'il y a un problème de ressources dans le domaine de la santé, un problème de personnel, un problème d'accès aux ressources. Là, au moment où je fais l'enregistrement, on parle de délestage qui va être fait par rapport à des opérations pour libérer des lits, par rapport au nombre de cas qui sera en augmentation en lien avec le virus. Bon, ben, s'il y a du délestage comme ça, alors que la population est vieillissante, si la population vieillit encore plus dans les prochaines années, puis on est déjà dans une situation de pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs, bon, ben, dans 10 ans, j'ai des petits doutes que si on continue la même gestion, ça va s'améliorer. Là, je ne suis plus dans la prophétie, je suis dans la critique sociale. Mais j'ai l'impression que les urgences qui débordent, le délestage, on en a pour un bon bout de temps. Là, ça, c'est ce que j'entrevois pour les prochains mois. Donc, sinon, dans un autre ordre, là, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je prédis, c'est que le développement technologique va s'accentuer pour l'année 2022 et les années subséquentes. Là. Donc, la crise là, associée au virus qu'on connaît depuis environ 2 ans, ça a été un phénomène catalyseur pour le déploiement à grande échelle de technologies, que ce soit les réseaux sociaux, formation à distance, télétravail. Cette tendance-là, l'achat en ligne, va augmenter encore et encore et encore. Et c'est sûr qu'il y a des lobbies derrière ça. Si on prend les GAFA, Google, Apple, Facebook, ben, ils ont tout intérêt à travers leur tribune de communication de véhiculer l'importance d'utiliser leur technologie, aller chercher davantage des parts des marchés. Et c'est sûr que présentement, en faisant peur aux gens en lien avec la menace du virus, bon, ben, si la personne a peur d'être contaminée, si elle utilise de l'argent comptant, bon, ben, elle va utiliser de l'argent virtuel. Ou si elle a peur d'être contaminée, si elle va acheter quelque chose au magasin du coin, bon, ben, elle va faire des achats en ligne davantage. Donc, la peur, ça peut être une façon d'amener une distanciation dans les rapports sociaux et une modification en profondeur du rapport à l'argent, du rapport à la consommation aussi, et en introduisant de plus en plus dans nos vies les nouvelles technologies et les présenter comme étant des éléments essentiels. Donc, aujourd'hui, c'est sûr qu'à mesure que la société s'informatise, bon, ben, ça devient de plus en plus essentiel, par exemple, d'avoir un téléphone intelligent.
Surtout si on demande aux gens de présenter un code QR à l'entrée de différents commerces et que le téléphone le transporte. Donc, c'est sûr que ça peut être plus pratique d'avoir, dans cette optique-là, un téléphone. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a un revers de la médaille aux technologies qui, dans un sens, peuvent faciliter certains aspects de gestion humaine. Dans le sens que, par exemple, avec les nouvelles technologies, la personne est chez elle, puis tout simplement à faire une commande en ligne pour obtenir un produit. Donc, ça simplifie sa vie parce qu'elle n'a pas à aller à 3-4 commerces pour aller voir sur place s'il y a le produit recherché. Non, elle fait son magasinage en ligne. Donc, elle perd moins de temps, elle dépense moins d'essence en voiture pour se déplacer. Oui, il y a des économies, mais le revers de la médaille, c'est qu'à mesure qu'on utilise ces technologies-là, c'est sûr que ça peut créer une forme de dépendance à leur égard. Et aussi, ça devient comme une seconde nature des utiliser, ça devient comme des béquilles qui vont limiter la personne dans ses capacités. Donc, c'est sûr que, par exemple, aujourd'hui, les gens qui vont être capables de faire du calcul mental, addition, soustraction, multiplication, division, d'être efficace et rapide, ça va être des gens qui vont être de plus en plus rares, en ce sens qu'aujourd'hui, on se fie beaucoup aux appareils, que ce soit des calculatrices intégrées là, sur des téléphones intelligents ou des ordinateurs pour procéder au calcul. Oui, ça libère la personne de certaines tâches pour avoir plus de temps pour faire autre chose, mais ça a ses limites aussi. Je vais essayer de me concentrer là, par rapport à faire des prédictions vraiment là, pour les prochaines années plutôt qu'un commentaire. Donc, les prédictions, augmentation des technologies de contrôle qui sont présentées comme étant les éléments pour mettre en place une gestion plus efficace de la crise, comme le traçage numérique par rapport au cas contact. Donc, si la personne est proche d'une autre avec le téléphone intelligent qui détecte la présence d'une autre personne, le téléphone peut suggérer à la personne d'aller passer un test pour voir si elle a eu le virus. Ensuite, le code QR dans l'optique d'offrir des zones sécurisées par rapport aux gens qui ne seraient pas infectés. Donc, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que cette technologie-là permet de surveiller les déplacements des gens. Et l'idée, c'est, à travers l'implantation des technologies, c'est capable de tracer les différents objets qui sont utilisés d'un point A à un point B. Même chose pour les individus. Donc, il y a une capacité de surveiller d'une manière permanente et totale les gens à travers l'adoption d'un code QR qui pourrait éventuellement se métamorphoser. Donc, je vais être en mode prédiction, là. Je vais arrêter de faire des allusions. Donc, il pourrait être... en fait, ce que je prévois, c'est que le code QR va éventuellement devenir l'identité numérique, puis possiblement, un peu comme dans la Chine, il y a un crédit social qui se rattache à ça, et que la personne peut perdre des droits qui vont devenir des privilèges, et que la personne va devoir se soumettre à une morale d'État, une programmation sociale. L'autre prédiction, et pas très compliquée à faire, c'est que l'inflation va continuer d'augmenter. Pour la prochaine année, là, 2022, là, on l'a connu en 2021 avec le coût de l'alimentation, le coût de la viande. Hein. Il y a peut-être des gens qui m'écoutent qui vont avoir le goût de devenir végétarien à cause de ça. Moi, j'ai décidé de la viande rouge, j'en mange plus depuis plusieurs années. C'est pas par rapport au coût, c'était plus une volonté de me détacher. Premièrement, la viande, j'aimais pas le goût. Puis je me sentais plus lourd en mangeant de la viande. C'est comme si je captais les vibrations plus lourdes des animaux qui ont souffert quelque temps avant la mort. Donc, si l'animal a une certaine conscience corporelle, puis il souffre avant de mourir, et qu'il génère certaines toxines dans le corps ou certaines hormones qui sont imprégnées de ça, quand l'animal est mort, c'est sûr qu'on s'imprègne de ça, là. C'est ça le point, là. Sinon, ce que je prédis, c'est que le gouvernement continue de s'endetter là, avec des dépenses folles en matière de publicité en lien avec la gestion de la crise. Il va continuer avec les mesures de contrôle. Là, on est un peu comme dans le film Le jour de la marmotte. C'est drôle parce qu'au mois de janvier de l'année passée, on était avec le couvre-feu, des mesures de contrôle social pour empêcher les rassemblements. Puis cette année, c'est un petit peu le même manège. Donc... là, si je regarde ce qui s'est passé,
c'est particulier. Je dis aux gens, faites-vous injecter, là, puis là, vous allez voir, vous allez retrouver la vie normale. Les gens sont massivement injectés, puis finalement, le virus continue de circuler. Les commerces sont fermés. Et moi, ce que je vous annonce, c'est que là, on va dire, ouais, vous avez eu 2 doses, là, mais ouais, là, ça va vous prendre la 3e dose pour retrouver une vie normale. Puis c'est possible qu'après ça, on vous dit, ça va vous prendre la 4e, la 5e, puis finalement, ça va vous prendre un abonnement aux doses à chaque année, voire plusieurs fois par année, pour éventuellement retrouver une vie normale. On ne sait pas quand, là, mais éventuellement. Puis pendant ce temps-là, le temps passe. Puis je vous prédis en passant que par rapport au couvre-feu, on vous dit que c'est juste un 3 semaines. Tu sais, le temps d'aplatir la courbe, là. Parce que il y a beaucoup de cas dans les derniers jours, là, depuis la fin du mois de décembre, début janvier. Ouais, non, c'est à peu près 3 semaines. Ce que je vous annonce, que je vous prédis, c'est que le couvre-feu, imaginez-vous donc, probablement que ça va aller jusqu'à la fin du mois d'avril. Puis quand que la température va réchauffer, comme à chaque année, là, ils vont pouvoir le diminuer. Tout simplement parce que quand il fait froid, les gens ont tendance à être plus à l'intérieur. Et c'est sûr que quand les gens se voient à l'intérieur davantage, le risque de contamination est plus grand. Tout simplement. Puis là, ils cherchent à moduler ça avec le couvre-feu. Puis je vous prédis que des études scientifiques qui démontrent l'efficacité du couvre-feu, ça fait au-dessus d'1 an que ça a été mis en place, cette mesure-là, dans le temps des fêtes de l'année passée, puis que finalement, on n'a jamais eu de preuves scientifiques, vous n'en aurez pas plus de son efficacité pendant l'année 2022. Ça, c'est la grande prédiction que je vous fais, là. La démonstration scientifique du couvre-feu hors de tout doute de son efficacité. Non. Je vous prédis que vous ne l'aurez pas. Des gouvernants plus intelligents en 2022, en tout cas pour une bonne partie jusqu'à la période des élections. Ce que je vous annonce, non, vous n'en aurez pas. Puis les mesures de répression puis de contrôle risquent de continuer. Donc ça, c'est la grande annonce que je fais, là. Et c'est sûr que le code QR, là, donc le code de Quick Response, là, avec un code barre qu'on associe à chaque individu, là. Donc chaque individu a cet élément-là. Ce que je vous annonce, c'est que la clé de voûte de l'identité numérique, puis à mesure que ça s'implante, le gouvernement en revient pas en arrière. Dans le sens que les mesures sont graduelles. C'est un gradualisme qui est utilisé. Donc, on parle de la possibilité de l'implanter de plus en plus, puis ça se fait progressivement, puis cette mouvance-là va continuer pendant la prochaine année. C'est ce que je vous prédis. François Legault, avec les sondages qu'il y a dans les médias de masse qu'on nous présente, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont contester les sondages. Ça va continuer. Inquiétez-vous pas, là, sa popularité... C'est bien parti. Il y a des gens qui aiment ça, les mesures de contrôle. Ils aiment ça soumettre à des mesures qui sont mises en place par un gouvernement qui infantilise les gens. Il y a une bonne portion des Québécois qui adorent être infantilisés, puis ils en veulent plus de mesures. C'est de même qu'on est au Québec. Ça c'est une tendance lourde, là. Ça va continuer dans les prochaines années. C'est la particularité du club québécois qui est socialiste, là, beaucoup plus à gauche que le peuple américain. Même chose pour les Français, s'il y en a qui m'écoutent parmi vous, là, il y a une partie de la population qui en veulent de ça. Puis ils aiment ça, puis ils ont peur, puis ils aiment ça que les médias les sécurisent avec des mesures de contrôle qui sont présentées par les autorités gouvernementales, puis que comment qu'on appelle ça, les chroniqueurs vedettes dans les médias, là, qui en demandent plus au gouvernement, puis le gouvernement d'en donner plus, là, il y en a qui jouissent de ça. Et ça va continuer, c'est une tendance qui est lourde. À moins qu'arrivent certains événements, peut-être vers la fin 2022. Mais là, ça reste à voir. Donc, l'infantilisation des citoyens, là, c'est parti pour perdurer. Et c'est sûr que par rapport à ça, par rapport aux tendances, ce que je vous dirais, ce que je vois pour la prochaine année, c'est le clivage de plus en plus grand entre les injectés puis non injectés. Et c'était déjà commencé en 2021. Mais là, ça s'amplifie, puis on a tous les médias de masse qui nourrissent ça.
Donc, il y a un adage qui dit d'ailleurs diviser pour régner. Là, au moment où je vous parle, il y a à peu près une personne sur 10 qui n'est pas injectée. Donc, 9 le sont. Donc, 90% de la population ici au Québec. On est les champions mondiaux des injections ici, là. Les gens en demandent, c'est un petit peu comme la religion. Quand le Québec a rentré dans la religion, là, les églises étaient bondées de monde tous les dimanches. Les gens en voulaient. Et c'est la même chose pour l'injection. Il y a plein de monde qui embarque là-dedans, qui en veulent. Bon, ben, on est injecté massivement, mais ça ne permet toujours pas une sortie de crise au Québec. Donc, est-ce que le scénario va s'essouffler durant 2022? On verra. Mais ce que je vous annonce, c'est qu'il ne soufflera pas à court terme. On en a encore pendant un bon bout de temps. Et c'est sûr que pour ce qui est des gens qui m'écoutent, qui vont mettre leur espoir, là, un peu comme je l'ai fait dans les derniers mois là, par rapport à Éric Duhaime du Parti conservateur, oui, il cherche à créer de l'opposition avec... bon, il avait fait une pétition, là, dans le fond, par rapport à... qui voulait empêcher le passeport sanitaire, donc s'opposer à ça au Québec. Donc, c'est sûr, le passeport à injection que j'aime appeler. Bon, ben, il a fait une pétition, puis finalement, ben, écoutez, la pétition, ça n'a rien changé. On a encore ça. Puis, c'est sûr que, dans le fond, par rapport aux élections 2022, là, je vais me mouiller un peu plus. Là, j'ai joué safe depuis tantôt. Là. Ce que je vais vous annoncer, de ce que je perçois, bien, c'est que même si Éric Duhaime rentrerait au pouvoir en 2022, c'est que les mesures de contrôle vont sans doute perdurer parce que, à quelque part, ça prend, dans le fond, un changement de fond du réseau hospitalier. Et c'est sûr que le réseau hospitalier, comparé à un paquebot là, qui change pas vite, bon, ben, c'est sûr qu'il manque de personnel, c'est mal géré depuis plusieurs décennies. Bon, ben, quand même que ça soit lui qui rentre ou des partis de l'opposition, ça ne changera pas un claquement de doigts, là. Faut pas faire preuve de naïveté. Donc, par rapport à ça aussi, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le principe de l'opposition contrôlée. C'est-à-dire que lui, il est présenté par les médias de masse par une alternative. Mais ce que vous devez réaliser, c'est que le lobby pharmaceutique qui ont intérêt à ce qu'il y ait un maximum de gens qui soient injectés puis que l'injection soit renouvelée régulièrement plusieurs fois par année, ben, risque de faire également pression sur lui. Donc, faut réaliser ça, là, à quelque part. Faut pas être naïf. Et les gens qui font la promotion du jeûne, là, ben, écoutez, ces gens-là vont pas nécessairement faire preuve d'un grand lobbyisme auprès des gouvernants parce que le jeûne ne rend pas millionnaire. Par contre, quand on vend une substance et qu'on engrange des milliards à chaque année en lien avec ça, ben, c'est sûr que ça donne des moyens financiers pour en faire davantage la promotion. Le jeûne, j'ai déjà fait des capsules audio en lien avec ça. J'en ai déjà parlé des bienfaits qu'il peut avoir par rapport à ça. Mais comme je l'avais écouté sur un documentaire qui s'y rapporte sur YouTube, bon, ben, par rapport à ça, écoutez, comme l'expliquait un des intervenants, il disait, ben, si le jeûne était une pilule, probablement qu'il y aurait des gens qui investiraient des millions de dollars pour faire de la recherche en lien avec ça. Parce qu'il y a une possibilité de retour sur investissement, c'est-à-dire de vendre la pilule ensuite à des gens. Mais comme il n'y a pas de retour potentiel par rapport à ça au niveau financier, ben c'est peu probable que des gens très fortunés, des multinationales investissent là-dedans parce que le jeûne, ça ne permet pas à des gens de faire de l'argent. Donc, pourquoi en faire la publicité ou dépenser des millions en faire la promotion? Pourtant, selon certaines études très marginales, en Occident encore, ou les études plus poussées là, en Russie, parce que pendant plusieurs décennies, ils ont pratiqué le jeûne. Bon, ben ça a donné des résultats qui sont documentés sur plusieurs décennies, mais on en entend parler peu parce que les gens qui font de la publicité dans les médias de masse, dans les pharmacies, etc., bon, ben ils font pas nécessairement de l'argent avec ça. Fait que pourquoi faire la promotion de quelque chose qui donne pas un retour financier? Donc, ce que je vous annonce par rapport à 2022, c'est que le gouvernement ne fera pas la promotion du jeûne et non plus les saines habitudes de vie pour favoriser le système immunitaire, comme de faire de l'activité physique.
Non, ça ne sera pas ça qui est mis de l'avant. Un peu comme 2021, ce qu'on nous a martelé dans les médias, c'est que l'injection, c'est la seule solution. Et la publicité a circulé là, pendant plusieurs jours là, dans les médias de masse. Et je ne serais pas surpris pour nous dire que l'injection, c'est la solution, c'est la solution. Puis on va voir ce que ça va donner. Si en fin 2022, si l'injection nous aura sorti de la crise, ou ça va être autre chose. Et là, c'est là que ça devient intéressant de spéculer. Donc, si je regarde, là, je vais essayer d'être un peu plus introspectif dans mon propos. Et si je regarde intuitivement, qu'est-ce que ça me dit présentement, en ce début de janvier 2022 par rapport à la sortie de crise? Ça ne sera pas l'injection ou les multiples doses qui vont amener la sortie de crise. Ça va être un état de saturation de la population québécoise, et notamment de la comparaison par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, la pression aussi de la réalité américaine. Il y a des gens en Floride présentement, ils n'ont pas de couvre-feu, ils n'ont pas à présenter de passeport lorsqu'ils rentrent dans des commerces, ils n'ont même pas à porter de masque. Donc les Québécois qui voyagent en Floride l'hiver et qui nous partagent la réalité qu'ils vivent d'une manière journalière, comme plusieurs le font là, sur Facebook. J'écoutais d'ailleurs récemment une entrevue de Samuel Grenier, blogueur là, sur Facebook, puis lui fait régulièrement des vidéos. Il interviewait quelqu'un en Floride. Bon, mais la réalité est très différente de la nôtre. Et c'est sûr que d'être confronté à cette réalité-là, puis des Québécois vivent ça là-bas, puis après ça, ils reviennent ici avec des mesures très strictes, comme le couvre-feu. Bon, mais ces gens-là, à un moment donné, vont poser des questions. Puis à un moment donné aussi, comment dire, les gouvernants vont être confrontés à l'influence qu'ils ont faite sur la population depuis plusieurs mois. Donc, on amène les gens à porter le masque, on amène les gens à se faire injecter une fois, 2 fois, on fait promotion de 3e injection, puis là, on dit tout le temps, donc vous allez, grâce à tous ces éléments-là, retrouver une vie normale. Si à un moment donné, le gouvernement ne livre pas, puis il n'y a pas de retour à la vie normale, il va y avoir progressivement de la grogne. Et ce que j'anticipe par rapport à l'avenir, c'est une tension sociale qui va être grandissante. Et ça se peut qu'il y ait des gens qui changent de camp lors de l'année 2022. C'est-à-dire que des gens qui sont injectés 2 doses, puis je n'irai pas avec la 3e. Il y a des gens qui vont décrocher du scénario. Parce que là, si les gens, il y en a qui croient que la 3e dose va me rendre libre, la 4e, la 5e, à un moment donné, il y a peut-être des gens qui vont se tanner de ça, là. Donc, ça va être à suivre. La tension grandissante aussi par rapport à certaines parties de la population qui ont des problèmes d'endettement importants liés à des commerces depuis plusieurs mois. Donc, ça se peut qu'il y en a parmi eux qui décrochent progressivement du scénario. Et il va y avoir une tension sociale particulière liée aux élections. Donc, moi, ce que je prévois spontanément comme ça, c'est que François Legault, pour ce qui est des élections d'octobre 2022, il ne va pas rentrer. Ça va être plutôt Dominique Anglade, donc du Parti libéral, qui va la remplacer. Dominique Anglade, qui a déjà assisté en bonne compagnie à des réunions intéressantes. D'ailleurs, j'avais tombé un article là-dessus des médias officiels, avait été une réunion des Bilderberg. Donc, Dominique Anglade va véhiculer des idées pour que ça soit implanté au Québec en lien avec l'agenda mondialiste. Donc, c'est ça qu'elle va faire dans les prochaines années. Et elle représente une ouverture sur le monde, donc une femme de couleur. Donc, c'est sûr que derrière elle, on va parler d'une forme de renouvellement politique. Donc, on peut voir, c'est sûr, par rapport au fait que c'est une femme, une plus grande représentativité des femmes dans des postes de dirigeants, ça a été élu. Donc, d'amener une vision plus féminine de la femme, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier par rapport à Dominique Anglade, donc moi ce que j'anticipe, c'est que probablement qu'elle va remplacer François Legault, puis elle va dire qu'on est l'alternative, la solution pour régler les problèmes en santé, etc. Et dans le fond, la prédiction que je fais, c'est sûr que j'ai des sérieux doutes en fait que ça va être le cas là. Mais bon, moi j'ai l'impression qu'elle va être élue pour octobre 2022. Éric Duhem, dans le fond, il crie présentement de l'opposition par rapport au gouvernement.
C'est sûr que, dans le fond, ils utilisent la tension politique en relation avec la crise et l'insatisfaction de certains Québécois. Par contre, ils ne représentent pas une majorité. Donc, les gens qui sont opposés aux mesures présentement au Québec sont minoritaires. Beaucoup de gens ont applaudi le retour du couvre-feu. Ils croient que c'est ce qui va les sauver. Donc, les gens sont hypnotisés présentement avec les médias complices des dirigeants. Et c'est une tendance qui est lourde. Ça va continuer les prochains mois. Moi, je trouve ça particulier. Écoutez, dans le temps des fêtes, le 23 décembre, j'ai commencé à avoir des manifestations grippales. Donc, je me suis mis à moucher. Je me suis mis à tousser aussi dans les jours qui ont suivi. J'ai eu par la suite de la difficulté à goûter, le goût altéré. Mais j'ai, à différence de mon anniversaire en 2020, où j'avais fait de la fièvre importante, des courbatures, où j'avais attrapé de ce que j'appelle une grippe sévère. Donc, j'ai pas fait de test pour valider si c'est le fameux virus ou non. Il n'y en avait pas en 2020, mais c'était plus sévère que d'habitude les autres années précédentes. Dans ce cas-là, ce que j'ai eu, c'était un peu plus mollo. Donc, c'était peut-être un variant, je ne sais pas. Je ne suis pas intéressé non plus de le savoir. Quand j'avais le virus, puis j'étais malade chez moi le 23 décembre, puis les jours qui ont suivi pendant le temps des fêtes, puis j'ai été voir des bulletins de nouvelles, puis là, il y avait des files de gens là, qui attendaient pour être testés. Là. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose que je comprends pas. Il y avait entre autres, il y avait un jeune homme, là, un gars à peu près de mon âge, qui pleurait là, dans une émission de TVA. Il disait qu'il faisait 40 degrés Celsius de fièvre, puis il y avait des courbatures, puis il travaillait dans la construction. Puis il pleurait, il disait que ça faisait à peu près 2 heures qu'il attendait là, pour avoir accès à un centre de dépistage. Moi, je comprenais pas son comportement, dans le sens que moi, de mon côté, j'étais malade. Bon, c'est sûr, je faisais pas de fièvre, j'avais pas de courbature comme lui, mais même si j'aurais été le cas, moi, j'aurais pas été là, dans un centre de dépistage, là, à ce moment-là, parce que, dans le fond, quelqu'un qui est vraiment malade, il ira pas, il faisait froid, il faisait peut-être moins 20 degrés Celsius, à attendre dehors au gros froid, si la personne est malade, c'est totalement ridicule. Puis avoir les résultats tu sais, c'est pas propice à la santé, là. En tout cas, je trouvais ça étrange. Puis dans mon cas, je me disais, que ça soit le fameux virus qu'on parle tant là, depuis environ 2 ans, ou que ça ne soit pas, ou que ce soit l'influenza, dans tous les cas, si je me sens pas bien, puis je tousse à répétition ou je mouche à répétition, je suis mieux de me reposer chez moi. C'est du savoir-vivre, là. Je n'irai pas voir les gens ou dans des parties de groupe. Je n'ai pas rencontré des gens à Noël ni le jour de l'an. Donc, pour ne pas les contaminer. Mais que ce soit le fameux virus ou que ce soit ce que certains appellent la grippe saisonnière, l'influenza, dans tous les cas, on peut contaminer des gens. Et il y a des gens qui peuvent mourir, là. Tu sais, c'est ça le principe, là, qu'il faut comprendre, là. Donc, tout ça pour dire que les gens sont hypnotisés par les médias, en général. Et c'est une tendance qui est lourde. Dans les prochains mois, ça va continuer. Et la façon que je vois ça, en fait, peu importe les variants, tu sais, que le degré de contagion, ensuite les effets secondaires ou non relatifs aux injections, peu importe tout ça, ce que j'observe, c'est l'implantation en société de mesures d'identification numérique pour chacun des citoyens comme tendance lourde. Donc, la prédiction que je vous fais, peu importe les variants qui vont sortir dans les prochains mois, puis l'utilisation des différentes lettres de l'alphabet, que ce soit l'alphabet grec ou autre, parce qu'à un moment donné, l'alphabet grec a aussi ses limites. Peu importe ça, peu importe l'efficacité, puis à quel point c'est efficace, non, les injections, si ça prend 2 doses, 3 doses, peu importe tout ça, derrière tout ça, ce qui m'intéresse d'observer, c'est toujours l'implantation du système qui se fait dans le temps. Donc, et d'une normalisation de soumettre régulièrement à des mesures de contrôle, comme par exemple présenter un passeport lorsqu'on se présente à ça sera peut-être... ce que j'anticipe, c'est qu'éventuellement, on va mettre une tension pour que ça soit à l'épicerie. Mais le passeport qu'il soit présenté au restaurant, à la salle d'entraînement, que ça devienne normal, que chacun soit scanné continuellement, chaque personne a l'identité numérique. C'est une normalisation qui se fait.
Et il y a des choses qui n'étaient pas envisageables il y a quelques mois, comme par exemple demander un passeport pour aller à l'église. Bon, mais c'était pas envisageable. C'est sûr que des gens associés à la religion plus conservateurs étaient vivement opposés à ça. Et là, à cause de l'augmentation du nombre de cas, ben là, c'est obligatoire. Et puis là, au moment où je vous parle, les églises et les lieux de culte sont fermés. Et donc, c'est temporaire. Et probablement que les gens qui étaient opposés à l'implantation du passeport vont préférer à ce qu'il y ait un passeport qui puisse fréquenter le lieu de culte plutôt que rien. Donc, autrement dit, on amène certaines mesures, on va lâcher du lousse, mais peut-être pas autant qu'avant. Et les mesures de contrôle risquent de rester. Donc, l'idée du concept d'identité numérique, bien, même si la pandémie se terminerait demain matin, on pourrait dire, au cas où que ça revienne l'année prochaine, là, quand il va faire plus frais là, lors de l'automne 2022, on est mieux de conserver les codes QR ou les passeports. Et l'idée est en train de faire du chemin. Donc, ça, c'est la tendance que je vois, là. Donc, la traçabilité de tous. Et que chaque personne trouve ça normal d'être épié dans ses déplacements avec le traçage numérique, puis qu'il soit localisé en temps réel, avec un téléphone muni d'une puce GPS. Donc, il y a plusieurs personnes qui achètent un téléphone, puis dans le fond, la puce GPS vient avec. Les gens se font écouter leur conversation à distance. Que ça soit normalisé, tout ça, que chaque personne espionne tout le monde, c'est normal. Comme là, au moment où je vous parle, on est en période de confinement. Donc, les rassemblements de groupes sont interdits. Il y a juste une personne seule qui peut en rencontrer une autre ou, dans le fond, un aidant naturel par rapport à une personne, mais il n'y a pas de rassemblement possible et que les gens se surveillent. Puis, si je vois qu'il y a plusieurs autos dans un stationnement, je vais appeler la police. Beaucoup de monde sont de même au Québec. Puis, ça, c'est en train d'être normalisé. Tout le monde surveille tout le monde, puis tout le monde trouve que c'est normal que on demande des informations liées au dossier médical quand on va dans un commerce, l'identité personnelle, numérique, puis toutes ces choses-là. Tout ça, dans la mouvance qu'on s'inscrit, à moins qu'il y ait un changement majeur, moi, ce que je prédis, c'est que ça va se normaliser. Donc, un peu comme présenter son permis de conduire, dans le fond, lorsqu'on demande une pièce d'identité, aussi au Québec, la carte d'assurance maladie, la tendance que je vois, présenter son identité numérique qui va inclure le code QR, l'état de compte financier. C'est en voie d'être normalisé. Ce que je vous annonce, sinon, au niveau plus international, c'est la 4e révolution technologique dont parle Klaus Schwab dans son livre qui est en train de s'implanter, c'est-à-dire de plus en plus de robots qui vont remplacer des êtres humains, des chaînes de production industrielle. Ensuite, au niveau international, c'est sûr que le lobby mondialiste prend de plus en plus de place, vont influencer de plus en plus les États-nations. Donc, un déclin du nationalisme au profit d'une montée d'un internationalisme où les élus, que ce soit Dominique Anglade ou d'autres, vont agir en fonction d'agendas collectifs. Donc, c'est sûr qu'il y a la lutte au changement climatique qui rejoint beaucoup d'élus. Et c'est sûr qu'il y a des ententes internationaux en lien que des pays qui sont signés par rapport à ça. Donc, cette tendance-là va continuer dans les prochaines années. Et il va y avoir une forme au niveau international, implicitement, de gouvernement international qui prend forme. T'sais, on a l'Organisme mondial de la santé. Au niveau international, ça devient une autorité supranationale qui est au-delà d'un pays, qui influence les politiques des différents pays en lien avec la gestion de crise. Ensuite, il y a différents lobbies internationaux qui vont amener et accentuer le phénomène de la mondialisation et l'utilisation des nouvelles technologies, puis le télétravail, formation à distance va concourir aussi également à ça, parce que la personne, elle soit au Québec, elle peut être formée en Chine ou elle peut travailler pour une entreprise qui se situe aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, les gens peuvent faire... les interactions sociales entre les gens vont augmenter. Fait que ça, c'est une tendance là, qui est présente pour la prochaine année, puis les autres qui suivent. Sinon, l'autre prédiction que je fais, Donald Trump, malheureusement, en 2022, il va pas sauver le monde. Non. C'est la prédiction que je vous fais, là. Donald Trump, là, tout dévoiler l'état profond aux États-Unis là, dans les prochains mois, puis dans le fond, en lien avec les élections là, qui ont eu cours aux États-Unis de Joe Biden, là, lors de... En fait, il y a plusieurs mois, en fait, ça fait déjà plus d'1 an.
Bon, ben, lui, il disait qu'il y a de la fraude électorale, là, Donald Trump, là, que ça soit dévoilé publiquement, là, puis que, dans le fond, Joe Biden soit destitué là, dans les prochains mois, là, pendant l'année 2022. L'intuition que j'ai, ça n'arrivera pas. Donc, non, je ne le sens pas du tout. Donc, sinon, ben, on va continuer avec des découvertes technologiques en lien avec tout ce qui est ordinateur, écran intelligent, miniaturisation de la technologie. Ça, là, ça va continuer. Les valves sont ouvertes. Pour l'année 2022, on est avec l'énergie libre qui permettrait de s'affranchir du contrôle de multinationales ou gouvernement. Non, ça, au niveau international, il ne se passera rien en 2022. La prédiction que je vous fais, en fait, c'est qu'il n'y aura pas d'entrave majeure à l'agenda mondialiste pour les premiers mois de 2022. C'est ce que j'anticipe. C'est sûr qu'en tant qu'égo, des fois, j'anticipe des choses, puis je trouve ça déprimant. Dans le sens qu'il y a quelques semaines, j'anticipais que, bon, le nombre de cas allait augmenter pour l'hiver en lien avec le virus, puis on allait retrouver des mesures de confinement, puis là, les élèves fassent de la formation à distance, fermeture de commerce comme les salles de restauration. J'anticipais ça, puis ça arrive, et je suis de tempérament pessimiste, je ne vous le cacherai pas. Il y a une personne à qui que je parlais lors de l'été passé, puis elle me disait « Ah, ben, à l'automne, ça va bien aller, là. Les gens sont injectés, ça va réduire le nombre de cas, la transmission. Tu vois, sois optimiste un peu, là. Tu sais, ça va bien aller. » Mais non, moi j'anticipais que, dans le fond, la question des injections n'allait pas résoudre le problème de la crise et diminuer le nombre de cas. Et en tant que pessimiste, moi ce que je vois, c'est une dégradation des droits et libertés des citoyens, une normalisation de la surveillance et des mesures de contrôle de plus en plus dans les pays occidentaux qui ont pourtant une tradition démocratique depuis plusieurs décennies, une fascination des gens par rapport à la technologie, une fascination des gens continue dans les prochaines semaines pour toutes les solutions de contrôle social, et les gens vont continuer à avoir peur. Donc, c'est ce que j'anticipe. Bon, je vais anticiper quand même des belles choses, mais à très, 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 très long terme pour le collectif. C'est qu'éventuellement, les gens vont s'assurer de la situation qu'ils vivent, et ça va se faire au bout de très grandes souffrances que des gens vont s'éveiller. Et éventuellement, c'est sûr que les mesures de contrôle vont cesser. Donc, l'histoire de présenter un passeport, je vois pas ça dans 2500 ans. Là. Imaginez des voyageurs intergalactiques qui viennent sur la Terre, donc des petits gris qui arrivent, puis on pose la question, « Ouais, toi, as-tu ton passeport? » « Non, on te laisse pas rentrer ici. Ça marche pas de même. » Tu sais, c'est un peu ridicule. Donc, avoir un bout de papier ou une preuve numérique, ça va être dépassé. Et c'est sûr que, dans le fond, le laisser passer d'une dimension à l'autre, d'un espace aérien à un autre, ça va être la qualité vibratoire de la personne ou du véhicule volant qui va déterminer là, tout ça. Là. C'est ce que j'anticipe. Là. Donc, les choses vont changer. Les gens vont s'assurer des mesures de contrôle. Éventuellement, c'est sûr que les gens qui vivent dans la peur, s'ils souffrent trop de leur peur ou des mesures, ils vont être obligés d'affronter leur peur et de vivre autrement. Donc, l'inconfort va amener une tension grandissante sur le plan énergétique de personnes qui vont les amener à changer d'une manière profonde et durable à la mesure de leur souffrance. Parce que dans la nature, les êtres ont tendance à vouloir se réajuster. Et quand les êtres souffrent trop pendant trop longtemps, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient invivable et ça ouvre la porte à commettre des actions qu'ils ne commettraient pas autrement. Donc, ça fait partie des trucs que j'entrevois éventuellement. Sinon, ce que j'entrevois pour l'année 2022, c'est la continuité des changements climatiques. Ça a déjà commencé il y a plusieurs années. Donc, des phénomènes extrêmes, là, comme par exemple des chaleurs intenses dans l'ouest du Canada ou des tempêtes de neige dans des lieux qu'on s'y attend pas, comme par exemple au Moyen-Orient. Donc, des phénomènes comme ça, je ne serais pas surpris d'en voir pendant l'année qui commence. Et en fait, les prochaines années aussi, là, c'est une tendance qui est là. Puis, on va entendre parler de plus en plus de réfugiés climatiques.
Éventuellement, on risque d'avoir des migrations massives vers le Québec. Donc, on a un territoire ici qui est vaste, qui permettrait d'abriter plusieurs personnes et on a des ressources importantes, que ce soit des ressources en termes de minéraux ou également l'or bleu, c'est-à-dire de l'eau potable en grande quantité par rapport à des lacs. Donc, c'est sûr que vers une situation où il y a de plus en plus de pollution un peu partout, bon, ben le fait qu'on a des réserves importantes d'eau douce, c'est une valeur pour le 21e siècle. Et aussi, par rapport à l'immigration, ben pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr que la crise présentement sanitaire a amplifié le phénomène. Hein? Donc, ils cherchent du personnel un peu partout. Donc, c'est sûr que vers quoi qu'on se dirige, ben c'est un appauvrissement des petits commerces, des gens défavorisés dans la société, classe moyenne, et l'enrichissement, bien entendu, des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, donc les géants du web, et naturellement là, l'industrie pharmaceutique qui va s'enrichir en donnant là, de multiples doses régulières aux gens de la population. Donc, avec l'agenda ou, en Israël, là, les gens, ça leur prend des doses de rappel. Même chose pour la France, même chose pour le Québec. Donc, ça, c'est une tendance qui va, c'est sûr, amener de l'argent à ces industries-là. Mais pendant ce temps-là, ben, il y en a d'autres qui en perdent, hein, les petits commerces locaux. C'est sûr que j'ai pas besoin de faire un dessin. Toutes les salles d'entraînement, les petits restaurants, et ainsi de suite. Sinon, en fait, en termes de prévision pour l'avenir, ce que j'entrevois, mais ça, c'est plus à du long terme, la stérilisation progressive de la population mondiale liée à l'exposition à des produits chimiques. Donc, c'est sûr que nos corps biologiques n'ont pas été conçus, adaptés, et exposés notamment à une grande quantité de plastique. Il y a différents produits liés à la production industrielle qui s'opèrent depuis plus de 100 ans là, à la surface du globe, alors que, dans le fond, on ne connaît pas vraiment les impacts à moyen et à long terme de ça sur l'organisme, et ainsi de suite. Donc, moi, ce que j'entrevois, ben, c'est une diminution du taux de la fertilité là, dans les prochaines décennies, là, progressivement. Et c'est sûr qu'éventuellement, ça devient de plus en plus complexe d'avoir des enfants. Ben, ça se peut que ce soit de plus en plus de la procréation assistée. C'est sûr que présentement, on a beaucoup de percées, fécondation in vitro, donc différentes choses. Au niveau génétique, qui vont être de plus en plus développées. Et c'est sûr que par rapport à la plus grande stérilité de la population que j'entrevois, bon, ben, c'est qu'en lien avec ça, c'est que c'est possible que des pays comme par exemple la Chine, donc, fasse en sorte qu'il y ait des politiques, un peu comme dans le passé, il y avait eu la politique de l'enfant unique pour les gens qui vivaient dans les villes, donc dans les années 80. Donc, c'est sûr que si on part du principe qu'au fil du temps, il y a de plus en plus de gens qui deviennent stériles liés à l'exposition consécutive à des produits chimiques, bon, ben c'est possible qu'à un moment donné, il y ait une politique qui s'appuie notamment sur le crédit social, qui fait que les gens ont des points quand ils agissent comme, entre guillemets, des bons citoyens et qui en perdent quand ils agissent à l'encontre de la morale véhiculée. Donc, le crédit social fait en sorte que si quelqu'un passe sur une lumière rouge, un piéton traverse la rue, bon, ben il perd des points. Par contre, s'il fait de la délation, dénonce des gens qui sont pas corrects aux yeux du régime mis en place, donc la dictature chinoise gagne des points. Fait que c'est sûr qu'on pourrait avoir possiblement des gens qui ont des autorisations de reproduction en fonction de leur cote de crédit, donc les deux parents impliqués, par exemple, d'un couple, en relation avec le crédit social en Chine. Et bien entendu, c'est possible que dans d'autres pays, le même système soit utilisé, mis en relation avec l'identité numérique, mis en relation aussi avec le code QR, donc si la personne est injectée ou non. Bon, ben, c'est sûr que si la personne est injectée, elle peut gagner des points, un peu comme le crédit social. En fait, c'est un peu le système du karma que reproduit le système du crédit social. C'est à un moment donné, j'écoutais sur ordinateur des programmes, puis j'ai tombé sur une publicité d'une entreprise qui s'appelle Credit Karma. Donc, en français, ça veut dire Crédit Karma.
Là, c'est une société multinationale américaine de financement personnel. Donc, pour les gens qui veulent avoir des cartes, connaître leur code de crédit, évaluer leur dossier de crédit s'ils veulent s'acheter, par exemple, une maison, contracter une hypothèque, et ainsi de suite. C'est sûr, le concept de crédit karma, je le trouve intéressant parce que c'est ce concept-là qui s'applique à la notion de crédit social, c'est-à-dire en fonction d'une morale, donc d'entités qui en font la gestion. Bon, ben ils vont juger des actions que commet une personne, puis s'ils évaluent que c'est une bonne action, ils lui donnent des points. Puis s'ils évaluent que c'est une mauvaise action, ils retirent des points, voire des privilèges. Comme en Chine, quelqu'un qui a un mauvais crédit social, un mauvais karma de crédit, bon, ben la personne ne peut pas voyager dans d'autres pays. Elle peut pas acheter un billet d'avion, elle peut pas contracter non plus une hypothèque. Donc, c'est ce type de système-là qui, naturellement, s'est utilisé en Chine pour être implanté dans d'autres pays dans les prochaines années. Et sinon, ce que je voulais mentionner en termes de prévision que je vois pour l'avenir, ben c'est sûr que c'est un contrôle technologique, donc une technocratie de plus en plus présente qui va diminuer les libertés individuelles et en remplacer certaines par des privilèges. Un peu comme on le voit présentement dans notre société au nom de la gestion de la crise sanitaire, bon, ben les non-injectés pourront pas acheter, par exemple, de l'alcool ou acheter de la marijuana au Québec. Donc, la SQDC, ensuite également la SAAC. Ce que j'ai appris il y a quelques instants, ben eux autres, non. Ils ne pourront plus avoir accès à ça. On parle de la possibilité qu'ils ne peuvent plus avoir accès au coiffeur, et ainsi de suite. Donc, des restrictions qui sont mises en place pour orienter les gens en fonction de certains comportements et une certaine vision sociale où le bon individu, c'est celui qui est injecté régulièrement, massivement. Donc, puis ça va être valorisé. C'est comme quelqu'un qui a un bon crédit de karma, ben il y a des privilèges, il y a des droits, il y a des avantages que les autres n'ont pas. Donc, c'est ce type de système-là qui est en train de se mettre en place présentement. Sinon, pour ce qui est de l'année 2022 qui commence, bon, ben si on additionne les chiffres, il y a 2, 2, 2. Donc, 3 fois 2. Ce qui fait un total de 6. Donc, le chiffre 6, c'est le chiffre de la dualité. Le chiffre 6 aussi, ça représente la descente de la matière. Tu sais, ça part d'en haut puis ça va vers le bas. Donc, c'est un chiffre qui est pair, donc duel. C'est sûr que dans cette année de la dualité, ce que je prévois, c'est des tensions entre les gens qui sont injectés, non injectés, des tensions grandissantes. Et pour ce qui est de la sortie de crise sanitaire, là, la façon que je le perçois maintenant, là, ça ira pas avant 2023. Donc, il va falloir que les gens soient patients. Et sinon, ben, pour ce qui est du moyen terme, c'est sûr que moi, ce que j'entrevois pour l'avenir, c'est que les forces mondialisatrices vont mettre de la pression de plus en plus les États-nations au nom de l'agenda 2030, avec les différents objectifs globaux à atteindre. C'est sûr que quand on regarde ça, c'est très beau, hein? Avec le Forum économique mondial qui veut que, bon, chaque personne ait accès à la nourriture, chaque personne ait accès à des soins de santé, etc. Quand on regarde ça à prime abord, ça a l'air très humanitaire, mais c'est toujours regarder les moyens qui sont pris derrière ça. Puis la façon que c'est implanté. Donc, si on pose la question à un groupe de 100 personnes, voulez-vous être en santé? Je suis pas mal sûr que la plupart des gens vont dire oui. Par contre, si on leur dit que pour être en santé, selon leur conception de la santé, les gens qui mettent en place ce type d'agenda-là, il faut que chaque citoyen soit injecté régulièrement, plusieurs fois par année, ben là, c'est autre chose. Vous voyez? Donc, on peut partir d'un beau principe, mais quand on tombe à l'application ou pour ce qui est de l'accès à la nourriture, bon, ben le principe qui pourrait être mis en place, c'est progressivement une augmentation du coût de la viande rouge. Dans l'agenda, l'un des volets, mais c'est sûr que le principe, c'est beau de dire chacun a accès à de l'alimentation. C'est sûr que quand on regarde ça, puis produire, par exemple, une livre de viande rouge, ça prend plusieurs livres de végétaux, de l'eau aussi. Donc, ça prend plusieurs ressources, alors que si on mange directement les végétaux comme végétarien, bon, ben à ce moment-là, ça diminue l'utilisation des ressources, donc une plus grande efficacité derrière ça. Donc, au niveau comptable, je le regarde, puis je dis oui. Par contre, d'imposer à chaque personne de devenir végétarien, de ne plus manger de viande ou de remplacer ça par exemple, des insectes.
Donc, faire une espèce de farine d'insectes, puis de dire que c'est l'alimentation de l'avenir, puis chercher à imposer ça, c'est autre chose. Donc, vous voyez, c'est un petit peu différent. Mais implicitement, avant d'imposer ça, ce qui risque d'arriver dans les prochaines années, c'est la prédiction que je vous fais, c'est l'augmentation fulgurante du coût de la viande rouge en particulier. Donc, d'ici à peu près 10 ans, donc d'ici 2030, on devrait avoir une augmentation très élevée du coût, ce qui fait que ça va être moins abordable là, pour les gens de la classe moyenne, entre autres. Et ça va aller dans le sens de cet agenda-là. Et c'est sûr que les gens qui mettent en place ces types d'agendas-là, ben, ils vont dire, ben regarde, au lieu de par exemple, si pour produire une livre de viande, ça équivaut à 10 livres de végétaux qui sont produits, ben ils vont dire, on va nourrir 10 fois plus de personnes en orientant les gens vers ce comportement-là. Puis c'est les mêmes personnes qui veulent bien faire en orientant les gens vers l'injection, et ainsi de suite. Mais c'est tout le temps de voir que derrière ça, ben, il y a une idéologie, il y a une volonté aussi d'imposer des choses. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Sinon, pour ce qui est des tendances à long terme, ben, c'est sûr que le concept du Great Reset, la grande réinitialisation, en relation avec les objectifs de l'agenda 2030, bon, ben, la grande réinitiation sociale en relation avec l'intégration de la technologie, ben, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner avec une vision transhumaniste, où ce qu'on dépasse, entre autres, la conception de l'humain traditionnel en lui rajoutant, en faisant, entre guillemets, un être humain amélioré, en ajoutant des composantes électroniques, donc l'apparition de cyborgs de plus en plus. Donc, c'est sûr que ça peut servir à compenser. Tu sais, si la personne est paraplégique et est alitée parce que, dans le fond, la personne n'est pas capable d'utiliser ses membres physiques, bon, ben, d'avoir des électrodes qui sont branchées sur le cerveau et que la personne, en fonction d'une interface cerveau-machine, donc la personne, par exemple, si elle a certains types de pensées, c'est détecté par les électrodes et ça peut servir, par exemple, à déplacer une souris. Un peu comme gauche-droite, bon, ben, certains types de pensées qui activent certaines zones du cerveau qui sont détectées par les électrodes, ça donne le signal de tasser le curseur de la souris sur un écran vers la gauche ou vers la droite. Et juste avec ce type de code binaire, s'appuyant sur des activités cérébrales divergentes qui est faite par la personne qui est éduquée à utiliser une interface cerveau-machine, va permettre à la personne de se promener là, sur le web, aller sur Internet. Donc, c'est sûr que ça peut permettre de compenser certaines lacunes physiques. Donc, utiliser, par exemple, c'est sûr, sur Internet, la télévision, écouter de la musique. Ça peut servir aussi au niveau de la domotique, c'est-à-dire utilisé pour régler l'éclairage à l'intérieur d'une résidence, et ainsi de suite. Là, il y a plusieurs bienfaits. Utiliser, par exemple, un bras robotisé en relation avec l'interface cerveau-machine. Donc, la personne n'a pas de bras physique, mais en utilisant le code binaire, peut déplacer un bras qui peut l'aider à se gratter. Bien, c'est sûr, c'est intéressant comme innovation. Et ça va se développer au niveau technique. Et ça fait partie, dans le fond, de la changement de la société où ce que, dans le fond, dans l'optique du transhumanisme, on va assister à l'idée qui va être de plus en plus véhiculée que l'être humain est appelé à fusionner, non pas avec le double éthérique, non pas à intégrer une conscience éthérique, mais à fusionner avec la machine, de plus en plus. Et que la personne soit toujours reliée à un réseau informatique, qu'on sache en temps réel, 24 heures sur 24, et où elle fait quoi, avec elle, puis qu'on puisse allumer, par exemple, un téléphone intelligent, à son insu, comme ça se fait déjà, avec la surveillance qui est faite par des espions, donc des gens un peu partout. En fait, la minute que quelque chose est numérique, on peut surveiller la personne à distance. Que ce soit la CIA ou d'autres agences, bon, ben la personne décide de prendre contrôle d'un ordinateur, bon, ben elle voit qu'est-ce que la personne fait dessus en temps réel. Donc, cette technologie-là, avec des portes d'entrée qui peuvent, dans le fond, être présentes un peu partout, ben ça peut servir à espionner des gens, là, naturellement. Donc, bref, on s'en va vers un plus grand contrôle technologique. C'est la tendance. Je ne me répéterai pas plus là-dessus là, que j'entrevois là, pour l'avenir. Puis en même temps, ben, au niveau social, ben, c'est l'éclatement des formes.
de la famille traditionnelle, du couple traditionnel. Tout ça, là, dans les prochaines années, ce que je vois, là, la tendance, c'est que ça va être bouleversé. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus par exemple, de transgenres qui vont être présents sur la place publique, que ce soit au niveau des artistes, des musiciens, mais aussi dans la classe politique. Donc, des gens de couleur un peu partout, en lien avec l'esprit du multiculturalisme qui est véhiculé au Canada, l'idéologie aussi mondialiste, plus en plus de femmes partout, pour qu'il y ait l'équité des hommes et des femmes dans des postes de pouvoir. Et éventuellement, ben c'est sûr qu'il va y avoir de plus en plus des dirigeants, là, des gens en poste de pouvoir, que ce soit des transsexuels ou autres. Donc, on se dirige vers ça et c'est sûr que c'est un changement de mentalité, c'est un changement collectif qui s'opère et aussi un changement en fonction d'idéologie mondialiste et aussi par rapport à tout ce qui est réduction de gaz à effet de serre. Donc, en lien avec ça, ben c'est encore du contrôle social. Donc, face à la menace terroriste depuis les attentats de 2001, bon, ben les gens acceptent de plus en plus d'être surveillés. Donc, il y a eu des mesures de contrôle qui ont été mises en place, notamment dans les avions. Une surveillance accrue, donc au nom de la menace terroriste aux causes que des attentats. Ensuite, au nom de la menace liée au virus qu'on connaît actuellement, bon, mais il y a des mesures de contrôle social qui sont présentes, des mesures de confinement, de restriction des gens dans leurs déplacements, notamment si sont non injectés. Ensuite, au nom de la menace des changements climatiques qu'on attribue à l'être humain, ben, on va essayer dans les prochaines années de réduire les gens dans leurs déplacements par rapport à l'utilisation de l'automobile, l'utilisation de l'avion. Fait que c'est sûr qu'avec l'identité numérique puis les relations qui peuvent être établies entre quelqu'un, par exemple, qui achète un billet d'avion et la personne, en fonction de son identité, ben c'est sûr que si, par exemple, on met en place des lois plus strictes pour limiter les déplacements et diminuer l'utilisation des avions pour des raisons de loisirs, bon, ben un jour, peut-être, la personne va se faire dire, ben écoute, toi, tu veux prendre l'avion, c'est un déplacement non essentiel, or, l'utilisation d'un avion amène une grande pollution atmosphérique. Donc, pour réduire notre quantité de gaz à effet de serre produit par l'année en tant que pays, puis atteindre nos objectifs, puis respecter nos quotas en fonction des protocoles là, de COP26 ou peu importe le numéro, là, des ententes internationales en la matière. Bon, ben à ce moment-là, nous autres, on empêche les voyages à titre personnel qui peuvent être faites. Donc, des restrictions comme ça pourraient facilement apparaître au nom de la menace des gaz à effet de serre, au même titre qu'aujourd'hui, au nom de la menace du virus, on empêche des gens de prendre l'avion en leur disant, ben écoute, toi, t'es pas injecté adéquatement, non, tu pourras pas embarquer dans l'avion. Donc, ce type de morale-là, qui s'implante de plus progressivement, puis les supports technologiques le permettent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, chose qu'il n'y avait pas il y a 50 ans ou 100 ans, ce type de gestion-là, avec une surveillance accrue des citoyens, n'était pas possible. Dans l'Allemagne nazie, ça avait été très loin le contrôle et la surveillance des citoyens, mais dites-vous que si les nazis ou Adolf Hitler a eu la technologie qu'on a accès aujourd'hui pour surveiller les citoyens, bon, ben c'est sûr qu'il y aurait probablement plusieurs personnes qui seraient fait implanter une puce sous-cutanée, j'ai l'impression, là, pour surveiller leurs déplacements, puis il y aurait un contrôle numérique pour empêcher une partie de la population qui n'était pas la bienvenue en Allemagne d'avoir accès au commerce, donc qui serait bloqué là avec un passeport numérique là, à l'entrée de certains commerces. Là. Ça m'aurait pas du tout surpris. Bref, on s'en va on se dirige progressivement vers un monde de plus en plus orwellien, avec des mesures de contrôle. Les médias, d'ailleurs, sont contrôlés par le lobby, dans le fond, financier de multinationales. Aussi, le gouvernement qui, au Québec, si je prends notre situation où ce que je me trouve, bon, ben, à coup de millions... par rapport à différentes campagnes publicitaires, sont subventionnés massivement. Donc, ça, c'est un mouvement qui va continuer. Surtout que là, on franchit une étape intéressante au moment où je vous parle par rapport à la systématisation de l'injection.
pour, dans le fond, faire en sorte que là, ce que j'ai appris, c'est que les gens vont devoir avoir 3 doses pour être considérés adéquatement injectés, là, dans le fond, au Québec, là, dans les prochains jours. Donc, ce qui veut dire que à ce moment-là, ça ouvre la porte à un précédent que après une certaine période de temps, la personne doit se faire injecter de nouveau pour que son passeport soit valide encore, un peu comme ça se fait en Israël, en France. Et à ce moment-là, ça crée un système. Donc, puis les systèmes, c'est sûr que quand ça s'implante, ça peut éroder des libertés individuelles qu'on avait autrefois, qui deviennent à ce moment-là des privilèges, dans la mesure où on se soumet au système. Donc, je continue à regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est sûr que dans le fond, j'ai un esprit très critique par rapport à la gestion de crise que font la crise sanitaire, là, les gouvernements là, occidentaux, en particulier celui du Québec, là, avec la mise en place du couvre-feu et des différentes mesures. Je conserve mon esprit critique par rapport à tout ça. Je regarde qu'est-ce qui se positionne surtout au niveau international, puis au développement rapide des nouvelles technologies, parce que là, on voit que la cadence s'accélère en termes de technologie qui sont implantés dans la société. Donc, je demeure vigilant. Et ça, c'est ce qui va compléter, là, dans le fond, les prédictions, les choses que j'entrevois là, dans les prochaines années. C'est sûr que, dans le fond, l'important, c'est que vous pouvez faire l'exercice vous-même. Vous pouvez regarder comment que vous voyez que les choses se dirigent selon vous, selon votre sensibilité. Faire des observations. Donc, des fois, vous pouvez avoir des idées qui émergent en fonction d'intuition, c'est spontané, ou de déduction logique aussi. T'sais, vous pouvez travailler sur tous les plans, comme on dit. Sinon, par rapport à la nouvelle année, parce qu'au moment où je parle, on est au début de l'année 2022, mes résolutions sont très simples. M'amuser davantage. C'est pour ça que ces temps-ci, j'écoute les enregistrements jovialistes d'André Moreau. Ça m'apporte beaucoup de plaisir. De le voir avec son humour, avoir un propos qui est très lucide là, sur plein de sujets. Vous pouvez d'ailleurs retrouver de ses vidéos sur YouTube en tapant André Moreau, philosophe, jovialiste. Et mes résolutions, c'est sûr, c'est pour la prochaine année, puis dans celles qui viennent, ne pas croire, surtout pas les politiciens. Parce que les politiciens, vous l'avez vu, là, depuis le début de la gestion de la crise, se sont contredits plein de fois. Au début, dans le fond, Horacio Arruda a dit non, le masque ne sera pas obligatoire. Finalement, c'est imposé. Ils ont dit au début, non, on n'ira pas de l'avant avec un couvre-feu. Ils ont été de l'avant avec un couvre-feu. Donc, il y a plein de contradictions qui ont été faites. Même chose pour Emmanuel Macron, avec l'imposition du pass sanitaire. Il disait qu'il n'allait pas aller de l'avant avec ça. Il a été de l'avant. Fait qu'il y a plein de contradictions qui sont faites. Il y a plein de désinformations aussi qui proviennent de la classe politique. Donc, je suis extrêmement critique par rapport à eux. Et sinon, en termes de résolution, c'est sûr que c'est d'être capable de regarder qu'est-ce qui se passe, de voir c'est quoi les enjeux, de regarder si j'ai la vibration aussi d'agir en relation avec ça, là, dans le sens que est-ce que, dans le fond, j'ai à dire telle chose à telle personne? Et moi, la conscience que j'ai, c'est que si, par exemple, des politiciens créent du désordre social ou ils imposent des choses de manière drastique, si ces choses qui sont imposées à des citoyens sont néfastes pour eux à moyen ou à long terme, éventuellement, il y aura une facture politique à payer dans le sens que ça se peut que je ne sois pas réélu. Puis ça se peut aussi que je sois contesté par des citoyens. Donc, autrement dit, moi, dans cette histoire-là, par rapport à l'injection, je le répète et je ne le répéterai jamais assez, pro-choix. Donc, présentement, il n'y a pas personne qui m'a dit, là, à ma connaissance, c'est quoi les impacts à moyen puis à long terme, en lien avec les différentes injections, les multiples doses qui les gens s'apprêtent à prendre, là, donc, moi, c'est sûr que par rapport à tout ça, je me mêle de mes affaires. Je ne dis pas aux gens quoi faire ou quoi pas faire en relation avec l'injection. Et ceux qui sont moralisateurs là, dans les vedettes des médias de masse, les chroniqueurs du Journal de Montréal et autres, là, s'ils disent aux gens que certaines substances sont bonnes pour eux, j'espère qu'ils savent ce qu'ils disent. Parce que quelqu'un
dans le fond, qui influence pour amener quelqu'un dans un comportement, ben c'est sûr qu'il peut y avoir des répercussions par rapport à ça. Même chose pour les gouvernements. Donc, ils auront, les gouvernements, c'est sûr, à vivre en fonction de leurs actions et de l'impact aussi des mesures sur la santé mentale de la population, sur le nombre de faillites, sur, par exemple, le nombre de jeunes qui vont décrocher de l'école, et ainsi de suite. Donc, les gouvernements ont des responsabilités très lourdes sur leurs épaules à l'heure actuelle. Et moi, ma responsabilité que j'ai, c'est de m'écouter, oui, en tant qu'individu, m'organiser, d'être bien dans ma peau. Puis je regarde, puis moi, je continue, comme on dit, à vivre ma vie. Puis c'est sûr que ma résolution pour l'année 2022, ben, c'est de me mêler mes affaires par rapport aux gens, dans le sens de ne pas leur dire quoi faire, mais de m'occuper de savoir quoi faire pour moi-même dans ma vie. Et j'invite les gens à faire autant. Donc, à s'écouter d'abord, en dépit de tout ce qui peut être véhiculé dans les médias de masse ou les réseaux sociaux. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va arriver. Et ma plus grande prédiction que je vous fais, là, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est qu'à mesure que la température va se réchauffer pendant l'année 2022, puis à mesure que le nombre de cas risque de diminuer. Puis ça, c'est peu importe le nombre de doses, hein, que ce soit 3, 4, 5 doses. Bon, ben je vous laisse là-dessus. Écoutez, j'espère que l'enregistrement vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.